vais présenter mon nouveau livre qui vient de sortir, intitulé Narcisse et écho, narcissisme et égoïsme. J'avais déjà consacré des vidéos à cet argument, notamment concernant mon tableau. Dans ce livre, je vais développer d'une manière beaucoup plus systématique les thèmes qui sont reliés à Narcisse et écho. Maintenant, je vais présenter d'une manière succincte les chapitres que je développe dans ce livre. On va commencer par le premier chapitre où je soumets à une analyse très détaillée les récits de Narcisse et écho. Narcisse et écho. Ce que je montre, c'est que pour chaque thème qu'on retrouve d'essentiel, de problématique dans le récit de Narcisse, on va les retrouver dans le récit de écho. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un miroir. Chacun renvoie à l'autre les propres thèmes problématiques. Avec cette particularité, comme dans un miroir, quand vous vous regardez, vous voyez refléter votre propre image, mais il y a une chose assez bizarre qui est que la main droite et la main gauche sont inversées. Et bien, de même ici, pour ces thèmes, il y a une inversion et du coup, ces thèmes sont opposés. Par exemple, l'amour, tous les deux tombent amoureux, tous les deux sont pris par l'amour. Seulement que Narcisse est pris par l'amour envers soi-même et écho envers l'autre. Narcisse centré excessivement sur soi, écho centré excessivement sur l'autre. Et ainsi de suite, il y a plusieurs thèmes qui sont traités. Dans le deuxième chapitre, je vais analyser ce qui concerne, ce qui regarde Narcisse, le narcissisme. Et là, de toute évidence, on est catapulté dans les questions de la psychanalyse du narcissisme. Ce que je montre, c'est que dans le récit de Narcisse, on retrouve les deux étapes décrites par Freud, les premières étapes du développement de l'enfant. Le passage de l'auto-érotisme, au narcissisme primaire. Quand le beau jeune homme est dans la forêt, il passe son temps à chasser et n'a aucun intérêt envers les autres. Oui, il a les amis, et là j'explique dans mon livre quelle est la fonction de ces amis avec lesquels il va chasser, mais il n'y a aucun investissement de l'altérité. Et il n'a, ce que je explique, aucune conscience de soi. Il a seulement le sentiment de soi, et là je rappelle ce que Hegel avait expliqué, il a le sentiment de soi, et c'est ce que correspond à l'auto-érotisme, mais il n'a pas encore la conscience de soi, il n'a pas encore la formation du moi, ce que Freud disait le narcissisme primaire. Le récit de Narcisse montre également la formation du moi, et là je vais m'appuyer sur le stade du miroir de Lacan, qui explique la formation du moi. Et je montre comment, dans le récit de Narcisse, on retrouve également les étapes du stade du miroir. Donc je répète, on retrouve dans le récit de Narcisse les étapes que Freud a décrit, passage entre l'autorétisme et le narcissisme primaire, et on retrouve également les passages que Lacan a décrits pour le stade du miroir, c'est-à-dire quand on est face au miroir, quand l'enfant est face au miroir et voit son image reflétée, première étape, il perçoit cette image comme un autre, comme c'est le cas de Narcisse, quand il tombe amoureux de sa propre image, il l'aperçoit comme un autre. C'est dans un deuxième temps que Narcisse, comme l'enfant, vont comprendre, vont avoir la prise de conscience que cet autre est soi-même.
Et ces passages qu'on retrouve ici du stade du miroir sont également les passages essentiels de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et Lacan avait en tête, dans les années 40, d'écrire un livre avec Kojève sur le stade du miroir, sur Hegel et le stade du miroir. Et j'ai consacré un paragraphe qui explique un peu ce passage du sentiment de soi à l'autoconscience et la formation du moi. Ensuite, je vais m'occuper des problématiques du narcissisme. C'est-à-dire que cet investissement du moi, parce que c'est l'investissement du moi que Freud appelait la libido du moi, donc ce moment où la libido passe de l'autoritisme au moi, le passage qui devrait se faire après, c'est la libido d'objet, c'est-à-dire l'investissement vers l'autre. C'est ce qui ne se passe pas chez Narcisse. Et dans le dernier chapitre de mon livre, j'explique comment l'histoire de Narcisse, comme je l'ai décrit maintenant, est une progression. C'est-à-dire qu'il y a un avancement, un développement, c'est une progression. On passe de l'autoritisme au narcissisme primaire, au stade du miroir, au sentiment de soi, à l'autoconscience. Donc il y a une progression. Seulement que Narcisse, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une fixation, c'est-à-dire qu'il reste, malgré qu'il comprend que cet autre auquel il a déversé tout son amour, il est tombé amoureux de cette image qui n'est autre que soi-même, eh bien, il reste ancré, il veut rester amoureux de sa propre image. Donc, il ne fait pas ce passage à l'investissement d'objet. Et donc, il y a une fixation. Eh bien, dans les problématiques qui concernent le narcissisme, si on veut, on peut parler de spectre du narcissisme. Ici, il y a un spectre qu'on peut aller d'une fixation au propre moi, comme c'est le cas de Narcisse, ou bien, par exemple, dans des cas que Freud avait décrits du narcissisme secondaire, c'est-à-dire quand la libido d'objet retourne sur le moi, comme dans les cas de psychose. On a les cas alors de psychose. Donc ici, ce serait une extrémité où on a des problématiques sévères liées au narcissisme, à l'autre extrémité où chacun de nous doit avoir un minimum de libido qui est investi son propre moi pour rentrer aussi en relation saine avec les autres. Et donc on peut bien parler de spectre de l'autisme. Dans mon livre, je vais développer certaines problématiques qui se situent ici à gauche du spectre du narcissisme, qui sont le narcissisme grandiose, c'est le narcissisme grandiose, et narcissisme vulnérable. Je vais surtout développer le narcissisme vulnérable pour deux raisons. Une raison, c'est qu'on trouve beaucoup de littérature sur le narcissisme grandiose et beaucoup moins sur le narcissisme vulnérable. Donc j'ai voulu développer dans les détails certains aspects de ce type de narcissisme. Et deuxième aspect, parce que c'est celui-là qui plus est le revers de la forme de l'égoïsme, de écho. Au troisième chapitre, je vais développer ce à quoi nous renvoie Écho. À l'égoïsme. Alors, qu'est-ce que c'est l'égoïsme? C'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot qui est apparu très récemment, et c'est un psychanalyste américain qui, en 2005, introduit ce terme dans la littérature psychanalytique. Ensuite, ce terme sera récupéré par des psychologues et trouvera une forte écoute du côté des psychologues aux États-Unis.
En Europe, beaucoup moins. Que je sache encore, il n'y a pas vraiment de publications qui sont consacrées d'une manière spécifique à l'écoïsme. On peut dire donc que mon ouvrage, ici, c'est pour cette raison que dans mon ouvrage, j'ai développé beaucoup toute cette figure, cette entité clinique qui est l'écoïsme. On va l'écrire ici. Écoïsme. Et je n'ai pas encore consacré une vidéo à cette entité clinique que peut-être je vais consacrer dans le futur. Et ici aussi, comme pour le narcissisme, on doit parler d'un spectre. Un spectre de l'écoïsme. C'est-à-dire que, quelle est la question de Éco? C'est qu'elle est excessivement centrée sur l'autre. Et ça, dès le début. Dès le début de l'histoire, Éco est bavarde et entretient sa mère, Junon, parce que c'est la version d'Ovide, donc romaine, Junon, en entendant que Zeus, l'époux de Junon, Jupiter, parce que c'est toujours la version d'Ovide, en entendant que Jupiter trompe Junon. Et donc elle s'occupe des autres, elle ne s'occupe pas de soi-même. Ensuite, après la punition, elle sera complètement amoureuse, elle va tomber complètement amoureuse de Narcisse, et là, elle n'existe que pour Narcisse, et ensuite elle va disparaître complètement. Et donc, quand on voit bien que dans cette histoire, il y a une régression, c'est ce que je développais dans le dernier chapitre, la régression, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau léger de égoïsme, c'est-à-dire qu'on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de soi-même, on est plutôt là à s'intéresser à ce que les autres font, à aider les autres, et donc on pourrait dire qu'un peu d'égoïsme se trouve un peu chez tout le monde. Ensuite, elle est complètement dépendante, c'est pour cette raison qu'il y a des psychologues qui se sont appuyés sur l'histoire de Éco pour parler des dépendances, dépendante complètement de Narcisse, et c'est aussi d'autres psychologues qui se sont appuyés sur cette histoire pour dire que la personne comme Éco qui est dépendante de Narcisse est dépendante d'un narcissiste. Et souvent, les égoïstes, les personnes qui souffrent d'égoïsme, sont dépendantes d'un narcissiste. Et c'est pour cette raison que certains psychologues se sont surtout centrés sur cet aspect et ont vu l'origine, et voient l'origine de cette problématique, surtout dans le présent, c'est-à-dire les personnes qui sont en relation, les femmes qui sont en relation avec des hommes narcissiques vont développer une problématique qui est l'égoïsme. Mais dans mon livre, je vais prendre plutôt toute la question des origines beaucoup plus antérieures, c'est-à-dire dès l'enfance, où il y a la relation avec la mère, qui est la mère qui plutôt va occuper cette place d'un personnage narcissique qui est centré sur soi et pas sur l'enfant, et donc les conséquences qui découlent de cette relation avec cette configuration de mère. Donc je reviens sur la régression de Éco, donc elle tombe amoureuse, elle est dépendante de Narcisse, et ensuite elle disparaît complètement. C'est l'identité qui disparaît complètement. Donc dans la forme extrême ici à gauche, on aura un problème d'identité. C'est-à-dire qu'en étant exclusivement centré sur l'autre, sur l'altérité, eh bien, c'est l'identité qui va s'effilocher jusqu'à disparaître. Et c'est l'opposé de ce qui se passe chez Narcisse, dans le narcissisme. C'est-à-dire le narcissisme, c'est la problématique de l'altérité. Donc, vous voyez, il y a deux facettes de la même médaille, qui est l'identité et l'altérité. Narcisse, je répète, Narcisse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se centrer exclusivement sur sa propre identité. Ici, l'histoire de Narcisse, c'est la naissance de l'identité.
une progression, c'est la naissance, le développement de la propre identité, très important pour, comme disait Freud et Lacan. Pour Freud, c'est l'investissement après successif envers les autres. Lacan, c'est l'identité aussi, c'est l'identité, la conscience de soi. Mais dans le narcissisme, c'est qu'il va se fixer là, il va se centrer sur l'identité, donc au détriment de l'altérité. Dans le cas de Eco, c'est l'inverse, on a cet intérêt centré exclusivement sur l'autre, donc sur l'altérité, après on explique bien dans le détail dans mon livre, je l'explique, qui va alors diminuer, qui va rétrécir l'identité jusqu'à disparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas du récit de Eco, quand l'identité va se rétrécir beaucoup, quand elle va se réfugier dans la grotte, la dernière étape, hein, eh bien, son corps disparaît. Son corps va se métamorphoser en pierre. Elle va se pétrifier, son corps va se pétrifier et elle va se réduire à une voix. Donc son corps ne sera plus présent. Ensuite, je vais consacrer toute une série d'autres chapitres sur le fantasme dans le cas de l'égoïsme. Et à un moment donné, on voit aussi qu'il peut y avoir un basculement entre deux fantasmes, le fantasme de Narcisse et Eco. Et pour terminer, par rapport au fantasme, ce qui est intéressant de voir, j'avais déjà consacré sur le sujet du fantasme 2-3 vidéos, c'est que le Narcisse et Eco représentent bien ce que j'avais décrit dans une vidéo sur, sur la logique du fantasme, qu'on passe d'une position à l'autre et dans une position on se fait objet. Eh bien, très intéressant dans l'histoire de Narcisse et Eco qu'à la fin il y a une métamorphose et Narcisse qui devient la plante de Narcisse devient l'objet qui se montre, qui se donne à voir. Là où toute la question de Narcisse était autour du regard, lui qui regarde, donc cette position active de regarder, après c'est lui qui est regardé. Voilà le passage, comme disait aussi Freud, mais surtout après Lacan dans la logique du fantasme, pas une position d'être l'objet de jouissance pour l'autre. Dans le cas de Eco, elle est dans la relation avec Narcisse qui va renvoyer à Narcisse, avec sa présence physique, elle renvoie les sons de Narcisse, après elle sera réduite, elle, en objet, l'objet de la voix. Intéressant parce que aussi pour Lacan, l'objet regard et l'objet voix, ce sont deux objets pulsionnels, l'objet scopique et l'objet invocant. Et le 4e chapitre, je le consacre au regard, qui est très important dans le cas de Narcisse, et c'est une évidence, ce n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi, mais aussi dans le cas de Eco, parce que Eco, eh bien, au départ, elle est sous le regard de tout le monde, elle est bavarde, tout le monde l'écoute, tout le monde la voit en train de parler. Ensuite, avec Narcisse, elle arrive à se montrer, mais Narcisse va la refuse complètement, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas arrêter de regarder Narcisse, mais elle le regarde sans se montrer. Très intéressant ça. Elle le regarde de loin, elle continue à le voir, le regarder, mais de loin. Donc elle ne se montre plus, elle fuit le regard. Le problème des personnes qui souffrent d'égoïsme, un des grands problèmes, c'est le regard. À des moments, elles peuvent être surprises, tellement surprises par le regard de l'autre, qu'elles développent une anxiété qui peut se transformer même en angoisse, qui pétrifie. Eco fuit le regard. Et à la fin, dernière étape, le corps de Eco disparaît et donc
et n'est plus sous le regard de personne. Cinquième chapitre, c'est le chapitre consacré à une vidéo que j'avais déjà présentée sur les 4 étapes qu'on retrouve dans le récit ici, hein, Narcisse Eco. Et je montre comment ces 4 étapes, en découpant l'histoire d'Eco, bien si on les renverse, correspondent aux étapes du développement de l'enfant, et on peut y mettre aussi la question du vide et la question des arts. Et je consacre aussi un paragraphe à la musique, qui est un des arts qui a posé plus de problèmes à ceux qui interprètent, qui donnent une interprétation en termes de sens. Il suffit de se rappeler que Freud, par exemple, a fait une quantité énorme de références à la littérature, aux arts plastiques, et jamais à la musique. Pour une raison très simple, pour 2 raisons en fait. Pour 2 raisons. Une raison, c'est que bon, il n'était pas passionné de la musique ne lui évoquait rien. Et il y a une autre raison, c'est que Freud le dit clairement, chaque fois qu'il subissait comme ça l'émotion en regardant une œuvre d'art, il avait besoin d'interpréter, de traduire ce qu'il voyait, l'œuvre d'art, en signification, en un sens, en mettant du sens. Eh bien, dans le cas de la musique, cela est très, très difficile, voire impossible. Eh bien voilà, tous ces aspects sont développés dans mon livre, toujours d'une manière, comme quand je présente les vidéos, d'une manière simple et compréhensible. Le but, c'est aussi de se faire comprendre ce qu'on a en tête. Bonne lecture et à la prochaine vidéo. Au revoir.